le partage. On parle d'inclusion financière. Si mon produit offre des avantages techniques comme le produit d'assurance conventionnelle, mais ensuite, je dis, en cas d'excédent, vous avez le droit à un partage. Plus encore, il y a un principe de solidarité dans les deux fonds. Takaful, on en parlera parce que je laisserai les collègues un peu un sujet peut-être à débattre par rapport à ça. Donc effectivement, il y a un principe de séparation dans les fonds, mais lequel fonds des participants doit être excédentaire tout le temps. Parce que l'objectif d'une compagnie Takaful, c'est d'assurer une marge de solvabilité supplémentaire à celle qu'on connaît dans le modèle conventionnel. Je peux, encore une fois, parler de ça lors d'un débat. Après, le dernier point qui est très très important, c'est le ritakaful. Le ritakaful est une opération qui ferme le circuit pour permettre à un produit d'assurance d'être totalement, j'allais dire, conforme à la Sharia. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut qualifier ces produits-là. Alors, dès lors que toutes ces conditions-là sont réunies, moi je pense qu'on pourrait permettre à ces produits d'être, de leur faciliter cette inclusion financière et plus encore d'avoir beaucoup d'engouement de la part de la population. Merci beaucoup, M. Hatou. Une deuxième question donc s'adresse, on va entamer donc structure les interventions en fonction de deux aspects importants. Il y a l'aspect environnement business et deuxième aspect, l'aspect normatif. C'est-à-dire, là, on est dans le concret un peu de la mise en place de ce projet de la finance islamique en Algérie. Une question, dans toute démarche managériale, commerciale, généralement, on commence, comme M. Laïch l'a soutenu tout à l'heure, par des études de demande. C'est-à-dire, on doit sécuriser notre demande pour pouvoir émettre une offre. M. Hitab, on est où par rapport aux études de réponse, une stratégie segmentée ou une stratégie de masse, comme vous voulez, mais vers la fin, il faut qu'on soit d'accord sur cette question de démarche. Est-ce que actuellement شكرا سي رضا على السؤال. هو الحقيقة يعني البيانات والأرقام حقيقة المعلومات يعني هذه فيما يخص يعني دراسات السوق المتعلقة بالصيرفة والمالية الإسلامية ناقصة كثير. ما يعني لا توجد هناك يعني دراسات في حدود علمية يعني تمكن من أن نؤسس عليها مثلا سياسة واستراتيجية تسويقية موضوعية ومنهجية وهادفة وفعالة. فيه قناعة أن المنتجات المالية الإسلامية هذه مطلوبة في السوق عموما يعني في مختلف مناطق البلد. فيه كذلك قناعة أنه الطلب على هذه المنتجات ربما هناك حساسية أكثر تجاه المنتجات في المناطق الداخلية وفي المدن الصغيرة أكثر منها ربما في المدن الكبيرة. هذا مرتبط يعني نوعا ما بدرجة محافظة المناطق يعني وكذلك بدرجة يعني ما تفرزه يعني المدن الكبرى من نوع من التراخي يعني ربما المعايير يعني والأسس التقليدية اللي مثلا تميز المجتمع الريفي عن المجتمع الحضري. هذه كلها أمور تؤثر ربما على حجم الاقتناع وحجم الإقبال على هذه المنتجات. ولكن أنا أرى أنه ينبغي توخي الحذر في الاستناد كثيرا أو أكثر من اللزوم على المعطيات هذه السوسيولوجية أو الثقافية أو يعني الجهوية إن شئتم في بناء استراتيجية تسويقية. لأنه يعني أول تبقى يعني المنتجات المالية الإسلامية تبقى منتجات يعني مالية يعني تستجيب لاحتياجات اقتصادية سواء يعني في مجال الأعمال أو في مجال تمويل الأفراد، ولا بد أن تكون يعني مهيكلة بصفة تنافسية يعني فيها جودة، فيها يعني استجابة لما ينتظره المتعاملون الاقتصاديون سواء من حيث نوعية الخدمة أو من حيث الكلفة. هذه كذلك أمور يعني لابد من مراعاتها في أي استراتيجية تسويقية. لا يكفي أن تقول أني أقدم منتوج حلال حتى يعني تفرض مثلا ربما جودة خدمات متدنية أو تسعيرة
مرتفعة. لابد أن تكون يعني خدماتك تنافسية بما هو معروض في السوق عموما. وكذلك احنا مثلا أذكر يعني كما كنت في البركة قلنا أول وكالات فتحناها في مناطق كانت تبدو لنا محافظة، ولكن تبين فيما بعد أنه الوكالات اللي فتحناها في مدن كبيرة كانت أكثر يعني نجاعة وأكثر مردودية وأكثر ربحية من تلك التي فتحناها بسبب هذه المقاربة الثقافية المحضة. هو العامل الثقافي العامل السوسيولوجي مهم جدا ولكن غير كافي. إذا خلاصة القول أنه لا نزال نحتاج إلى دراسات علمية دقيقة في يعني لبناء استراتيجية تسويقية تكون يعني لها حد أدنى من الأسس العلمية. هذا صحيح، لأنه مثلا نأخذ المثال تاعكم بنك السلام، هل تلجؤون عادة إلى مثلا مكاتب دراسة والخبرة في الماركتينغ دراسة الأسواق إلى آخره؟ لأنه هي صافي tout l'arsenal est basé sur un peu les études marketing et l'ensemble d'acteurs sur le marché. C'est ça la finance islamique. Il n'y a pas que les banques sur le marché. الجزائر كاين عدة مكاتب للاستقصاء ودراسة الأسواق وما إلى ذلك. هل البنوك في عادتها السلوكية اليومية قال vous êtes DG donc de la banque ou le DG de la banque, est-ce que c'est un réflexe chez vous de recourir généralement au conseil, de se faire conseiller, etc. par une entité qui est dans le domaine? يعني نلجأ إلى الدراسات ولكن في يعني بصراحة في مسائل يعني محددة، مثلا قضية كيفية تنظيم مثلا عمل التمويل بالمصرف مثلا، كيف ينظم للتحكم أكثر في المخاطر سواء المخاطر العامة والمخاطر الخاصة. كذلك يعني دراسات السوق. طبعا احنا قبل ما نفتح وكالة مثلا نقوم بدراسة يعني حول المنطقة اللي نفتح فيها الوكالة أو الفرع مختلفة، يعني ما هو النسيج الصناعي، النسيج الاقتصادي في المنطقة، ما هي يعني خصوصيات يعني سواء يعني هل هي منطقة تاع موارد ولا منطقة مثلا تاع تمويلات فيها يعني قطاعات اقتصادية بحاجة إلى التمويل، أو مناطق فيها موارد مالية وإن لم تكن فيها نشاطات اقتصادية. هذه تدرس، ولكن واش حبيت نقول يعني دراسات هي دراسات يعني ماهيش دراسات يعني دقيقة ومعمقة وبناء على يعني أرقام يعني يمكن يعني بناء تبقى دراسات يعني عامة حتى يكون قرار فتح الفرع مثلا في منطقة بدل فتحه في منطقة أخرى يكون عنده حد أدنى من الموضوعية. لكن لا أوافقك القول أنه يعني لجوءنا إلى مكاتب الدراسات ومكاتب الاستشارات يبقى يعني متواضع. ربما هذه نقطة ضعف سنعمل على تداركها إن شاء الله. اشتغال بورصة الجزائر. Juste pour vous rappeler, j'étais un ancien cadre des finances. En 2001, on avait une délégation du FMI. Et quand le ministère était au siège de Mauritania, la délégation voulait, avec son chef, de visiter la bourse d'Alger. Vous savez que la bourse d'Alger, elle est à 10 mètres, 15 mètres du ministère. Et à titre anecdotique, en sortant du ministère et en avançant vers la bourse, le chef de délégation donc commençait à demander elle est où la bourse, et les cadres du ministère des Finances étaient hésitants. Et puis on a dit au chef de délégation voilà la bourse. Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est trop calme pour une bourse. Parce que vous savez, dans la bourse, il y a le système électronique, il y a le système à la criée. Autour d'une bourse, on a toujours ce système, donc les gens qui appellent, il y a du bout de papier sur les trottoirs, etc. Qu'en est-il de notre bourse là, ici, en Algérie? Et ça me rappelle aussi un autre problème où la bourse elle est liée à l'appel public à l'épargne. Et dans l'histoire, il y avait la bourse de Lyon qui avait fermé parce qu'il n'y avait pas besoin de recourir à l'épargne publique. Donc il faut toujours, je pense, aller au fondement de la chose et réfléchir. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir un outil à un état embryonnaire ou aller vers un outil évolutif dans le temps, de par son arsenal juridique, de par son fonctionnement moderne, etc. Allez, Cécilia. Monsieur Attir, merci pour l'introduction. Pour ce qui est de la bourse, bon, c'est un état sur lequel on n'a pas de... c'est-à-dire que c'est une réalité, certes, mais il y a des facteurs qui ont fait que la bourse aujourd'hui n'a pas, depuis sa création, n'a pas pu en fait jouer son rôle.
Mais en fait, avant de parler de la bourse, je voudrais un peu revenir peut-être un élément sur la première question, notamment sur l'inclusion financière. Il est vrai qu'aujourd'hui, en parlant de développement de la finance islamique, je pense qu'il faut d'abord qu'on se fixe quel est l'objectif qui est fixé au développement de la finance islamique aujourd'hui. Est-ce que c'est pour en fait régler le problème de la difficulté financière de l'Algérie? Je pense que ça serait trop prétentieux de dire qu'elle va régler ces problèmes. Donc ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres qui pourrait participer aux côtés de la finance classique, aux côtés donc, des assurances, aux côtés du marché boursier également, pour que tout le monde puisse participer en fait à cet effort pour aller vers des solutions nouvelles et capter entre autres les fonds qui sont généralement thésaurisés. Ça serait aussi faux de dire qu'avec la mise en place de la finance islamique, nous allons capter toute la manne qu'il y a sur le marché informel. Ça serait prétentieux de le dire, parce que sinon on risque peut-être à la fin d'être déçu et de dire que finalement cette finance islamique n'a pas servi à grand-chose. Donc il faut dépassionner les débats, il faut la prendre comme dans le cadre d'innovation financière tout simplement. C'est un nouveau produit. Je pense qu'il y a aussi un aspect, c'est que les économistes connaissent mieux que moi cet aspect, c'est la théorie de la contrainte. On a agi dans la contrainte, on était dans une situation de contrainte qui a fait qu'on est obligé d'aller chercher d'autres solutions, d'autres innovations financières, les plus larges possibles, pour pouvoir en fait donc dépasser cette zone de turbulence. Maintenant, revenons à la bourse. La bourse, on la conçoit comme un moyen de financement aussi. On ne va pas dire classique, c'est classique ailleurs, mais chez nous, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le paysage. C'est vrai qu'en regardant la création de la bourse, elle a été créée dans les années 90, la situation sécuritaire, financière, sociale de l'Algérie ne permettait pas en fait l'émergence d'une bourse au sens qu'on le souhaite. Puis après, donc, il y a un aspect aussi lié au fait qu'il y a eu depuis 2000 à 2014, nous avons eu une extraordinaire manne financière qui a permis quand même de réaliser de très grandes avancées pour l'économie algérienne, il faut le souligner. Et puis après, il y a donc la situation actuelle qui fait qu'il y a cette baisse drastique, notamment les banques publiques notamment ont toujours financé l'économie, c'est à pratiquement 90%. Elle le restera encore pendant longtemps, mais c'est une excellente chose aussi qu'il y ait cette orientation donc d'ouvrir des fenêtres islamiques et pourquoi pas donc l'arrivée de nouvelles banques, de nouveaux, dans toute l'industrie financière d'une manière générale. Il ne faut pas donc parler uniquement de la finance islamique comme au niveau des banques uniquement. Il faut donc la voir d'une manière plus large. C'est pour ça que nous essayons aussi au niveau de la bourse, qu'on le veuille ou non aussi, il faut le dire, c'est que le produit des actions qui sont mis, donc ce qu'on appelle le marché du titre de capital, est un marché qui est charia compatible. Donc il existait depuis très longtemps, mais qui n'a pas pu jouer son rôle pour des raisons que nous connaissons. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, nous avons un autre aspect qui est le marché de ce qu'on appelle le marché de l'endettement, qui est le marché obligataire. Le marché obligataire corporate, aujourd'hui, nous n'offrons que les obligations classiques. C'est-à-dire, une entreprise peut venir, comme l'a fait Dahli par exemple, lever des fonds à travers un emprunt. Et donc, moyennant un intérêt, et le remboursement du capital à la fin de l'échéance. Donc nous sommes dans cette optique d'innovation financière, je dirais, d'essayer de trouver d'autres pistes qui pourraient intéresser éventuellement aussi bien les opérateurs économiques que les investisseurs au sens ceux qui pourraient placer leur argent. Donc la réflexion est lancée sur la possibilité d'introduire des soukouk, mais on sait qu'à l'heure actuelle, comme l'a bien précisé tout à l'heure le professeur, qu'il faut une modification du code de commerce sur cet aspect-là. Mais je pense que le potentiel du marché boursier est intact. Comme il n'a pas pu, en fait, nous avons 5 sociétés cotées aujourd'hui. Nous avons ouvert également en 2012 un marché PME, mais qui malheureusement à la date d'aujourd'hui n'arrive pas à capter de potentielles sociétés à ce marché.
Donc nous sommes, on va dire, sur une double contrainte qui est d'abord celle de vulgariser d'abord le marché boursier en tant que tel qu'il existe, mais aussi de développer une autre innovation d'autres outils de financement. S'agissant maintenant des transactions, alors la question se pose souvent, on nous dit pourquoi les titres à la bourse ne cotent pas suffisamment ou ne prennent pas de valeur, etc. Il y a une analyse, on peut faire une analyse, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une analyse technique va démontrer que c'est tout à fait normal. D'abord, en regardant la profondeur du marché, 5 sociétés cotées sur nous avons, je crois, les derniers chiffres de quelque chose comme 3 millions de sociétés immatriculées au registre de commerce. Nous avons 5 sociétés cotées au niveau de la Bourse d'Alger. Bon, nous ne sommes pas une autorité pour obliger les entreprises à venir le faire. Les entreprises ont aussi un intérêt à dire est-ce qu'ils vont vers le crédit bancaire ou est-ce qu'ils vont vers la bourse ou faire un mix entre les deux. Est-ce que nous sommes aujourd'hui concurrentiels sur cet aspect? Parce que c'est aussi une question de coût. Si lever des fonds à la Bourse d'Alger aujourd'hui pour une entreprise, l'entreprise doit payer entre autres dans le processus entre 5 et 8% de frais. Si vous avez des crédits bonifiés à côté, le chef d'entreprise, je pense le choix est vite fait. D'un autre côté, nous faisons valoir d'autres aspects qui sont au-delà en fait du fait qu'on peut financer des projets, etc. Donc il y a d'autres aspects qui s'intègrent notamment dans la nouvelle vision ou dans le nouvel modèle de croissance économique. On se dirige vers c'est une économie d'abord diversifiée, donc on a besoin de développer un tissu de PME tout autour des grands projets, les 13 secteurs stratégiques. Ça, donc, il faut de la finance. La finance ne viendrait pas que de la bourse aussi, ni des banques. Mais nous, actuellement, nous sommes aussi dans un problème de développement de l'écosystème boursier lui-même. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, ils sont là, mais ils sont aussi en état embryonnaire. C'est maintenant qu'ils commencent à prendre des parts dans certaines sociétés. Et j'espère bien que le travail qui sera fait, ça serait donc de véhiculer ces sociétés vers la bourse, vers des sorties à travers la bourse. Ce sont en fait, comme j'ai dit, il y a une multitude de contraintes sur lesquelles nous essayons de travailler, mais cela ne nous empêche pas de nous projeter dans le futur. Et pour conclure, je dirais qu'en termes de cotation, nous sommes sur l'acquisition d'un nouveau système d'information et de cotation qui est au standard de ce qui se fait internationaux. Donc à partir de 2019, Inch'Allah, les cotations en bourse et les transactions en bourse pourraient se faire directement via l'Internet, donc à partir de votre mobile, etc. Donc nous sommes en phase de développement de ce nouveau produit. Merci beaucoup, Yazid. Donc on enchaîne toujours avec M. Benarbia, et surtout sur le même terme là, les incitations économiques. M. Benarbia, par votre expérience en qualité de responsable de compagnie d'assurance, de PDG, de leader de compagnie, pour l'Algérien, cette question d'incitation derrière sa motivation, comment peut-on la qualifier? Est-ce que l'Algérien, finalement, c'est un type qu'on peut guider avec un produit ou avec une incitation intrinsèque? On s'aperçoit. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Avant de répondre, j'aimerais bien donner un point de vue sur les premières questions. Donc, notamment en ce qui concerne l'inclusion financière et le développement durable. La question de l'inclusion financière, avant qu'elle soit donc la préoccupation des opérateurs, normalement, elle est la préoccupation des régulateurs et du pouvoir public. Et par voie de conséquence, la mise en place d'un environnement favorable est indispensable. Maintenant, quant à la finance islamique, est-ce qu'elle est prédisposée à favoriser ce volet-là? Et il y a des exemples sur la pratique qui le montrent. Si je prends tout ce qui est principe cardinal de la finance islamique, où le client est un preneur de risque, que ce soit dans le secteur bancaire ou que ce soit dans le secteur des assurances, le client est un preneur de risque et par voie de conséquence, il est engagé. Ce qui facilite
les choses pour tout ce qui est population à bas revenu. Parce que c'est cette population-là qui est visée par l'inclusion financière, c'est cette population-là qui est exclue du système financier. Donc ça, c'est le premier principe cardinal de la finance islamique, que ce soit en banque ou en assurance, qui fait en sorte que l'assuré est un preneur de risque, donc elle donne la libre initiative à cette population-là pour s'organiser de sorte qu'elle se prend en charge, que ce soit sous forme d'institutions mutualistes ou d'institutions sous forme banque islamique pour se prendre en charge, ou de la mise en place de la même manière, donc des sociétés mutualistes dans le secteur des assurances, ou sous la forme classique, sous forme d'opérateurs et de séparation des deux fonds, pour la mise en place de produits qui répondent aux attentes de cette population. Il y a des exemples de micro-TKFoul qui ont un petit peu été faits à travers tout le monde, qui ont fait leurs preuves, mais il faut se poser la question, est-ce que nous avons l'environnement favorable pour y aller? Si je prends le cas de la microfinance, s'il y a quelques institutions qui existent sur la scène nationale, il n'y a pas un environnement favorable, notamment sur le plan fiscal et sur le plan organisationnel, pour aller vers ce sens. Le deuxième volet qui est relatif au développement durable, donc qui dit développement durable, c'est toujours prendre en charge les populations à bas revenus qui ont des difficultés donc, de revenus, et s'inscrire aussi dans le cadre de l'adaptation au changement climatique et tout ce qui tourne autour de ça. Donc sur ce plan-là, la finance islamique peut apporter des solutions, et il y a des exemples qui existent à travers le monde pour apporter ce genre de solutions, étant donné que c'est destiné à une population qui souvent a le caractère de population muhafira, donc voilà, conservatrice, et qui veut rester sur place et qui veut développer sa vie économique sur place. Donc, l'apport d'institutions financières islamiques, là, a fait ses preuves, et il est le premier, étant donné qu'il y a le côté éthique. Le côté éthique, parce que dans la finance islamique, s'il y a la préoccupation de la rentabilité, chose qui ne peut pas être refusée à un opérateur économique, il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont beaucoup plus motivés par le fait de amal khayr. Et la proposition de Sibou Djellal dans ce sens, où on doit proposer tout ce qui est finance philanthropique ou institution philanthropique, est très important pour l'expérience algérienne, étant donné qu'il y a le côté aussi social, citoyen de la finance islamique. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, ce qui concerne tout ce qui est étude, analyse, estimation sur le marché pour mesurer la demande, il est vrai qu'une grande étude n'a pas été faite, mais encore une fois, ce genre d'étude se fait ou bien par les autorités de contrôle pour pouvoir lancer un grand projet, par les pouvoirs publics. Une société, un seul opérateur ne pourra pas le supporter tout seul si on veut que l'étude soit importante et les conclusions soient fondées. Mais à travers les quelques analyses, les quelques enquêtes qui ont été faites par des travaux d'universitaires dans le cadre de leur mémoire, donc de master ou de doctorat, nous avons eu l'occasion donc de recevoir quelques-uns. Et je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, pour Selema, nous avons enregistré des taux de croissance qui étaient supérieurs au taux moyen durant les 5 derniers exercices, avec chaque année de 5 à 10 points. Donc nous nous sommes dit, est-ce que ces clients-là viennent chez Selema parce que nous sommes une société TKFoul, ou là c'est dû à d'autres phénomènes. Donc sur un échantillon de presque 2000 personnes sondées, donc la réponse des clients qui se sont assurés auprès de Selema, donc la proportion des personnes qui sont assurées auprès de Selema, parce que Selema est une société TKFoul, atteint les 40%. Donc c'est un taux qui est très important, sachant le contexte actuel où le citoyen lambda ne sait pas qu'il y a peut-être une société d'assurance qui fait de l'assurance TKFoul dans le contexte réglementaire actuel. Un autre chiffre sur la possibilité que les personnes qui ont été sondées sur une question, est-ce que vous acceptez donc de prendre un produit d'assurance TKFoul même s'il est plus cher, même s'il revient plus cher. Donc la réponse qui pour les personnes qui ont dit oui, je suis disposé à prendre, donc ça atteint 60% des personnes sondées qui vous disent je suis disposé à payer plus cher
pourvu que le produit soit Sharia compliant. Donc, ça, il y a une base qui montre qu'il y a un segment auquel il faut répondre. Maintenant, il faut éviter de rentrer dans tout ce qui est polémique, entre madhab, entre fatwa, etc. Nous sommes des opérateurs économiques dans le domaine de la finance. Nous apportons des solutions à des demandes qui s'expriment au niveau du marché. Il y a une population qui veut avoir la conscience tranquille, même si il y a une école qui a dit que même l'assurance classique, il y a une école qui a dit que c'est halal. C'est pas... Donc il y a un courant qui le dit, il est minoritaire, il existe. Maintenant, il y a des gens qui veulent être tranquilles, qui m'égale, c'est Nasser Bilat, lorsque il y a les fatwas, ça diffère. Maintenant, lorsqu'il y a un libre choix, laissons les gens choisir. Donc sur ce plan-là, il y a une forte demande qui existe. Comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Le problème au niveau du marché algérien, c'est qu'il n'y a pas un cadre réglementaire qui encadre et qui oriente tout ça. La preuve, il y a un projet qui a été fait au niveau du Conseil national des assurances en ce qui concerne le volet assurance tout seul. Donc il y a un groupe qui a travaillé, qui a fait ses propositions. Il y a le même travail qui a été fait au niveau de la BEF qui concerne l'activité bancaire, alors que la finance islamique est basée sur les droits. Donc il y a le takaful, la banque et la bourse. Et normalement, le contexte réglementaire et le cadre réglementaire doit être cohérent. Il ne faut pas qu'il y ait des contradictions entre ce que proposent les banques avec ce que proposent les assureurs et ce que demande le marché des capitaux. Donc, il faut qu'il y ait un système complet et cohérent. Par voie de conséquence, il y a des efforts, et comme vous le voyez, les initiatives viennent des universitaires ou des cadres du secteur. Les initiatives ne viennent pas de bailleurs de fonds, peut-être qui ont une arrière-pensée derrière ça. C'est des gens qui sont convaincus beaucoup plus par l'idée, et qui sont convaincus beaucoup plus par l'apport que peut apporter cette finance à l'économie nationale. Donc, partons de là, le point faible, c'est l'absence du pouvoir public dans cette opération. Les pouvoirs publics doivent clairement exprimer leurs besoins, leurs orientations, leurs demandes pour faciliter les choses à tout le monde. Étant donné qu'en dernier ressort, c'est les pouvoirs publics qui vont arrêter la réglementation qui tourne autour. Un débat contradictoire comme ça, il est le bienvenu, mais il faut qu'il y ait aussi connaissance de l'orientation des pouvoirs publics dans ce sens. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Pour votre question en ce qui concerne les incitations, donc l'incitation, donc économiquement, elle va jouer son rôle dans le cadre du critère de prise de décision. Mais en ce qui concerne l'Algérien, il y a aussi le volet, si je vais aussi faire intervenir la finance islamique, il y a aussi le côté être conforme à la charia qui pèse dans la décision. Je viens de vous dire que plus de 60% sont disposés à payer plus cher pourvu que le produit soit conforme à la charia. Donc ça c'est important, les incitations, mais les incitations doivent être orientées dans le sens où ils vont aller vers l'encouragement de l'activité économique, et l'activité économique entraîne avec elle tous les autres aspects, notamment tout ce qui est banque et assurance. Merci beaucoup, Yannick Saha. Donc, revenons à la question l'Amal Khairi, les produits philanthropiques. Ça rejoint une idée très moderne actuellement en vogue en Angleterre, suite à la pensée de Tim Jackson, qui était le président de la commission du développement durable au Parlement anglais. Et suite à la publication de son ouvrage qui est connu, Prosperity Without Growth, prospérité sans croissance. Donc il y avait un peu le développement de l'impact investing. Si vous voulez l'impact investing, ça rejoint un peu la finance islamique dans sa dimension philanthropique. L'impact investing, c'est des projets qu'on réalise, mais vers la fin, si on fait un peu tous nos calculs, le résultat c'est zéro. En fait, ça rejoint la question de la croissance zéro. Donnez-nous plus de prospérité, plus de confort, plus de well-being, comme ils disent, mais évitons-nous ces questions de croissance, de marché, etc. Quelles sont vos idées à propos
de l'Amal al-Khairi, de l'impact investing, parce que ça c'est récent, d'ailleurs même avec la visite du ministre des Finances en Angleterre, l'une des méthodes qui ont été proposées à la délégation, c'était d'examiner les possibilités de mettre en œuvre l'impact investing, et qui sont des projets d'économie solidaire, on va dire. Allez-y, c'est ouvert pour tout le monde. Hadjo, c'est Nasser. Je crois que Nasser est mieux placé pour répondre par rapport à ça. Mais juste un mot par rapport à, s'il vous plaît. Juste, moi, je vais pas m'attarder sur une question dont je ne suis pas spécialiste. Mais je crois que quand on parle de finances, surtout tout ce qui est modèle dont il a parlé M. Sibou-Gilel, effectivement, il y a eu des modèles à travers l'histoire sur la microfinance dans les zones rurales où c'est des modèles qui ont réussi. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'en Algérie, ce type de modèle va réussir? Bon, à ma connaissance, il y a eu 2 ou 3 tentatives qui ont été faites par Al-Baraka. J'ai eu à assister des conférences dans ce sens-là. La portée, en fait, l'objectif qu'on a attendu se réaliser par ce type d'opération n'a pas eu les résultats escomptés en Algérie. C'est dû à un tas de choses par rapport à l'environnement réglementaire, donc c'est une condition. Et de 2, je pense qu'il y a le principe aussi de vulgarisation. Donc si on n'est pas présent, si on ne communique pas avec ces zones rurales et on n'essaie pas d'attirer le maximum d'adhérents, je pense que c'est très très difficile de faire avancer ce type de... Mais je pense que dans le domaine bancaire, et c'est une question primordiale, M. Sinasr est plus apte à répondre à quelle question. بالنسبة للموضوع هذه التنمية المستدامة والمالية التضامنية والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتجارة العادلة، هذه كلها مفاهيم متقاربة وأصبحت الآن محل اهتمام يعني الشركات ومؤسسات اقتصادية وصناديق استثمار عالمية، يعني بغض النظر عن القناعات الدينية أو الذاتية كما تفضلتم، اصبح حتى في حد ذاته يعني مرتبط بالبزنس، يعني مرتبط بالاعمال، يعني فيه قطاعات من المستثمرين، قطاعات من المستهلكين، قطاعات من المتعاملين الاقتصاديين الذين يعني يهتمون بهذه الجوانب، ان الا تكون التنميه، الا يكون النمو الكروسونس على حساب مبادئ يعني العداله، مبادئ التوزيع العادل للثروه، مبادئ يعني عدم المساس بحقوق الاجيال المستقبليه، مبدا يعني عدم المساس بالطبيعه وبالبيئه وبالموارد الطبيعيه، عدم استنفاذها، وهذه كلها يعني هي يعني تدخل في صميم التنميه المستدامه. هذا يعني كما قلت اصبحت الان حتى من مصلحه يعني المؤسسات الاقتصاديه ان تدرج هذه المسؤوليه الاجتماعيه ضمن استراتيجيتها حتى تحافظ ربما حتى على موقعها في السوق، وحتى تتمكن من استقطاب رؤوس اموال، وحتى تتمكن من كذلك المحافظه على محفظه زبائنها. يعني قضيه التجاره العادله مثلا، الناس في الغرب مستعد يشتري بضاعه فيها لابيل تاع التجاره العادله كوميرسي كتاب، ولو كان السعر تاعها ضعف. قهوه مثلا، باكي قهوه يسوى يشريه ب 10 اورو وما يشريش فيه اللابيل تاع التجاره العادله، وما يشريش ب 5 اورو. ليش؟ يعني انه عارف انه هذاك، لانه في مؤسسات يعني لها مصداقيه اللي تعطي هذا الختم، هذا اللابيل تاع التجاره، لانه هذا المنتوج لم يشغل فيه اطفال قصر، لم تستغل فيه ثروات بلدان فقيره، يعني استغلال نقطه ضعفها حتى يعني الحصول على مواد اوليه مثلا لانتاج هذا المنتوج بسعر رخيص مثلا، يعني المحافظه على معايير غير ماليه، لي كريتير اكسترا فينانسيي، حتى في صناديق استثمار متخصصه في التمويل هذا الاخلاقي، التمويل التضامني اللي ياخذ بعين الاعتبار هذا ما يسمى المعايير الغير ماليه، وهي معايير معنويه. فنحن كماليه اسلاميه اظن اننا يعني لابد ان ندرج هذه المفاهيم وهذه القيم في استراتيجيتنا، لانها رصيقه وذات صله بالمبادئ والقواعد والمثل التي تسير وهي الباعث على وجود هذه الماليه الاسلاميه. لان الماليه الاسلاميه لا ينبغي ان تنحصر فقط في تصميم منتجات، مرابحه، اجاره، مشاركه وكذا، تخضع لضوابط شرعيه، ولكن في النهايه
ننسى المقاصد الشرعية. ومن ضمن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية هو هذه القيم كلها موجودة يعني في ديننا. تأخذ الوقف مثلا يتفضل فيها الدكتور بجلال، عنده أبحاث قيمة فيه الوقف النامي. هو الوقف في حد ذاته أساسه هو المحافظة على أصول، يعني عدم تفتيتها وعدم توزيعها وعدم يعني تبديلها، للمحافظة على أجيال المستقبل، بحيث يبقى ريع الوقف مثلا لخدمة تنمية مستدامة، لخدمة فئات معينة من المجتمع. قال مثلا طلبات في مجال معين يعني تمول دراستهم من ريع الوقف هذا، لأن الوقف تحبيسه الأصلي وتسبيل المنفعة. الأصلي قاعد يعني يخرج من ذمة الملاك ويدخل في ذمة الوقف، ذمة يعني الله عز وجل يعني. ولكن المنفعة والريع تاع الوقف يمول أعمال مشاريع خيرية أو ذات نفع عام، لأن حتى العمل، احنا لما نتكلم على العمل الخيري لا ينبغي أن يحصر في مفهوم الصدقة ولا مساعدة فقراء المساكين، ولكن خلق ديناميكية تنمية مستدامة التي تمكن من خلق مناصب شغل وتمكن من يعني استيعاب فئات مجتمعية معينة، وحتى ما يسمى بالإدماج المالي لاكليزون فينونسير كذلك. وفكرة كذلك موجودة في المالية التقليدية. دكتور يونس محمد يونس لما خلق الجرامين بانك كان فكرة، قال لك أنا شفت باللي 3/4 قال في محاضرة في باريس سنة 2000 يعني 3/4 من الإنسانية مقصاة من الاستفادة من الخدمات المالية. وفي مجتمعنا يمكن نقول نفس الشيء، يعني ربما ما عنديش الإحصائيات، كنت كان مشكلة أرقام دائما، ولكن يعني عدد يعني نسبة كبيرة من المجتمع مقصاة إراديا أو لا إراديا من الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المؤسساتية. فكل عمل يسير نحو استيعاب هذه الفئات وتمكينها من الاستفادة من هذه الخدمات وتقريب هذه الخدمات إلى هذه الفئات وإقناعها بجدوى التعامل بها، يدخل كذلك من صميم مقاصد الشرعية التي ينبغي أن تدرجها المؤسسات المالية الإسلامية ضمن استراتيجيتها. هذا ما يمكن قوله الحديث ذو شجون يعني في هذا الموضوع. شكرا. باش قبل ما نفوت للجزء الثاني تاع الموضوع، il y a une question importante. La finance islamique, de par son histoire, la finance islamique a été drainée par l'immobilier. Ça c'est sûr. L'immobilier en général, la construction, tous les projets, qui est le financement en fait de l'immobilier. À fin 2015, on totalisait 2500 milliards de dollars de volume de l'industrie islamique dans le monde. Est-ce que c'est le cas en Algérie? C'est pas l'immobilier en fait qui draine la finance islamique. هذه من المفارقات شويه العجيبه، لانه البرومي سيكتور qui a avancé la finance islamique, c'était bien l'immobilier. Moi, je pense que l'immobilier, effectivement, est un secteur qui peut drainer la finance islamique. Pourquoi aujourd'hui, nous avons qu'à voir au niveau de la finance traditionnelle, le volume des échanges dans le domaine du financement de l'immobilier est plus important que le financement de l'ingénierie financière tel qu'il est fait, tel qu'il est réalisé dans les pays développés. Donc la finance islamique peut se greffer à ce mouvement-là. Alors, faudrait-il, encore une fois, on insiste en tant que professionnel parce que c'est très important, faudrait-il que le cadre réglementaire soit présent. Un exemple, aujourd'hui nous avons ici, on vient de nous distribuer un produit financier, un flyer, d'un produit financier qui vient d'être lancé par Knep Bank. Je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'on parle toujours, encore une fois, on revient à l'inclusion financière. Si la Knep Bank pense aux consommateurs, surtout la partie qui sont réticents par rapport au mode de financement classique, je pense que c'est un produit aussi qui peut avoir une pénétration importante. C'est un secteur en mouvement, c'est un secteur, l'Algérie est un chantier assez ouvert. C'est tout le monde qui est connu, donc c'est très porteur et c'est un secteur qui peut booster notre secteur d'activité. En parallèle aussi, alors on ne va pas négliger, donc le secteur immobilier aussi est un secteur qui peut booster l'activité d'assurance pour la partie couverture de patrimoine et couverture des chantiers, couverture de toute une série de types de crédits. Sim Slouh n'est pas là avec nous, il a posé une question tout à l'heure par rapport à ça, donc je m'explique. Alors on est en train de parler de fonds de solidarité. Alors dans le fonds de solidarité, il y a un principe de mutualisation qu'il faut
et qui s'associe aux petits actionnaires, aux petits participants. Alors, s'il est réalisable, cette séparation ou cette solidarité dans le fonds est réalisable dans les petits contrats, il serait très difficile de convaincre un industriel de mettre de l'argent de ses primes d'assurance trop importantes dans le fonds et le confondre avec le petit participant et ça ne sera pas les mêmes avantages. Donc lui, il risque de préférer le secteur conventionnel où il pourra avoir plus d'avantages. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est une piste de réflexion très importante. Moi, je commençais à réfléchir sur ce domaine-là, c'est de pouvoir créer un deuxième fonds. Donc, un deuxième fonds pour le corporate risks, c'est un fonds dédié pour avec leurs avantages, etc., etc. Mais et ne pas le confondre avec des simples participants, parce que ça risque de faire fuir les entreprises importantes dans le circuit de l'assurance. Donc, votre question, moi, j'ai zappé volontairement par rapport à ça, mais ça me permet, si vous permettez, de parler d'un point, à mon sens, très, très important. Vous parlez tout à l'heure, et c'était la question de M. Zouhir Laïch. Sur l'analyse de la demande, l'analyse de l'offre. Je partage parfaitement son idée. Pourquoi? Parce que quand on veut mettre en place une offre, il faut d'abord connaître la demande. Alors, si je ne connais pas la demande de l'assurance réellement, qu'est-ce que veut le consommateur algérien? Donc, je risque de taper à côté. Alors, je donne un exemple. Il y a une étude qui a été, M. Laïch peut me corriger par rapport à l'année, une étude qui a été réalisée par le Conseil national des assurances. Il a fait un sondage sur le secteur, sur le TECAF ou sur l'assurance islamique, plutôt sur le développement de l'assurance en général. Quels sont les facteurs bloquants? Une série de questions. Quels sont les facteurs bloquants de l'assurance en Algérie? Parmi l'une des questions, on a posé la question, est-ce que le facteur religieux, de religion, est un facteur bloquant? Vous savez c'est quoi le taux? C'est 16,9%. C'est 17% d'Algériens pensent que la religion est un facteur bloquant. Donc moi j'essaye ça fait depuis 2005 que je travaille sur la finance islamique. J'essaie de dire à chaque fois que j'ai l'avantage de parler, c'est qu'il faut savoir, de point de vue marketing, que le produit islamique est destiné à 100% de gens. Ça, c'est très important, du point de vue marketing, ce que je dis là. 100% de gens. Si j'ai une population de 100 personnes et que je dis j'ai un produit islamique avec des caractéristiques techniques, et vient une autre compagnie conventionnelle, et va me dire j'ai un produit avec les mêmes caractéristiques techniques, je suis sûr que 100% des gens vont prendre le produit islamique. Donc, aujourd'hui, on est en train de parler de développement de l'assurance, de l'inclusion financière des produits d'assurance. Il faut qu'on fasse attention. Point de vue réglementation, il ne faut pas faire dans l'anarchie. Nous avons des exemples concrets. En Tunisie, au Maroc, nous devrions maîtriser ce qui s'est passé historiquement dans ces pays-là pour ne pas reproduire l'erreur. Et la plus grande erreur que nous avons faite dans le marché, ça, c'est dans les assurances de personnes. On a voulu booster les assurances des pensions, on l'a tué juste après. Donc alors qu'il fallait mettre en place un dispositif réglementaire d'accompagnement en faisant intéresser tous les opérateurs de marché, compagnies conventionnelles, compagnies d'assurance islamiques, etc., pour voir comment s'accompagner. Il faut que le produit d'assurance islamique soit un produit complémentaire à l'assurance conventionnelle pour ne pas tuer le marché, parce qu'on risque, encore une fois, de stagner par des questions idéologiques, des questions, et en faisant, à la limite, en s'éloignant des caractéristiques techniques du produit. Il faut que le débat, à chaque fois qu'on ait l'occasion de parler comme ça avec des EFIDAR, j'aimerais bien qu'il y ait des questions techniques sur le fonds. Comment fonctionne le fonds? Comment mettre en place des réserves? Quel est le rôle? C'est quoi le Qard al-Hassan? Comment sa répercussion dans la comptabilité? Autant de questions qu'il faut poser pour permettre d'élever le niveau et de dire, est-ce que nous sommes capables de mettre en place des offres d'assurance islamique capables de relever de défis? Je suis sûr, si on respecte tout ce que je viens de dire, des conditions que j'ai citées tout à l'heure, je suis sûr qu'on peut faire de la différence, on peut permettre d'attirer le maximum d'adhérents dans l'assurance, et de permettre justement, au lieu l'assurancisation, je ne sais pas si au lieu de parler de la bancarisation du secteur, aussi de permettre de développer la culture d'assurance et d'avoir un maximum d'adhérents à notre système. Donc je pense, in fine, les deux systèmes doivent coexister, que ce soit dans la banque islamique, que ce soit dans la finance islamique, parce que c'est la seule façon de mettre de la compétitivité, pas seulement dans la rédaction, dans les modèles, etc., mais aussi sur la prestation à la clientèle. C'est très très important. Oui, enfin, moi ce que je voulais dire,
ça serait, en fait, ça serait très intelligent si on voulait introduire de la finance islamique, surtout en Algérie. L'Algérien est très porté sur la pierre, n'est-ce pas? Donc si on pouvait introduire le sujet à travers des produits qui porteraient sur l'immobilier, ça serait déjà une excellente chose. Et le deuxième élément, je pense qu'il faudrait que le débat aussi sorte un peu au-delà des débats des experts. Parce qu'il y a je pense qu'en termes de communication, il y a énormément de choses à faire pour notamment calmer l'opinion publique, les citoyens sur certains aspects, pour ne pas rentrer dans cette dualité halal-haram. Hein, il faut vraiment dépasser cet aspect, mais en expliquant tout simplement que tout un chacun a la possibilité de se financer. Il y a une multitude de produits, et bien chacun, en fonction de sa conviction, en fonction de ses moyens, en fonction de critères peut-être qui ne sont pas écrits, choisira de prendre un produit qui serait tel que celui qui est présenté par... il va aller voir la CNEP ou aller voir Salam Bank ou le Baraka, et tout simplement. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas que nous voulions importer une finance islamique, voir ce qui existe dans le monde et le mettre ici en Algérie. Ben, tant qu'on est on ne dépasse pas le cadre légal, c'est-à-dire on n'est pas hors la loi et on est dans l'aspect, le respect de la charia, tout est faisable. Et je pense qu'ici en Algérie, le champ est encore très vaste et nous pouvons donc faire beaucoup de choses. À l'exemple de ce que vous avez parlé, tout ce qui est donc finance philanthropique, etc. L'Algérien est déjà porté sur cet aspect. Le fait de pouvoir utiliser ces moyens pour financer des micro-entreprises ou peut-être même après des PME serait intéressant pour pouvoir déjà avoir le retour. Parce qu'actuellement, lorsqu'on donne à quelqu'un quelque chose, on ne sait pas quelle est la finalité, il a été utilisé comment. Mais le fait de l'orienter, de l'encadrer dans des produits tels que ceux-là, va permettre d'avoir un retour et de savoir. En fait, on revient à la traçabilité, on revient à la transparence, dont on avait parlé depuis tout à l'heure. Je reviens sur cette question de lien entre finance islamique et tout ce qui est immobilier. Donc, la finance islamique, par définition, ou bien sa première priorité est le segment des particuliers. Donc, étant donné que c'est le segment des particuliers, et si vous prenez les demandes donc, des particuliers, le crédit immobilier, que ce soit en banque, donc il passe en première position. Et si vous allez dans le secteur des assurances, donc c'est la même chose. Donc tout ce qui est assurance automobile ou bien assurance multirisque habitation. Donc c'est des produits qui sont destinés aux particuliers. Donc ce qui fait ces produits-là sont une demande potentielle, que ce soit dans la finance islamique ou dans la finance classique. Donc si on va prendre les crédits particuliers, on va trouver la part de la CNEP, une part importante, étant donné que c'est des crédits immobiliers, bien que ce soit fait dans le cadre de la finance classique. Il en est de même pour les assurances. Donc, sachant d'une finance éthique, sachant d'une finance qui est destinée aux particuliers en premier lieu, et le lien qui existe entre les besoins des particuliers, donc un particulier, un chef de famille, il pense à une maison, un toit pour ses enfants, à un véhicule qui devient un besoin indispensable dans la vie courante. Donc c'est pour ça. Mais ceci ne veut pas dire que la finance islamique est totalement exclue dans les autres secteurs. Nous avons parlé de son rôle dans le développement durable, dans la microassurance et dans les grands projets. Il y a beaucoup de grands projets qui sont financés dans le cadre de la finance islamique avec une contribution des petits investisseurs. Donc, mais ceci, vous ne pouvez pas mettre en place le financement de grands projets dans le cadre de la finance islamique, alors que les simples demandes de crédit de particuliers ne sont pas possibles. On a eu l'occasion donc de voir une proposition qui a été faite, un schéma de financement du port de l'Hamdaniya dans le cadre d'un produit qui peut être parfaitement finançable et réalisable sur la base des règles de la finance islamique. Donc, c'est la nature même de la finance islamique qui est destinée en premier lieu aux particuliers et le lien qui existe entre le crédit immobilier, le crédit à la consommation, l'assurance automobile, l'assurance qui doit couvrir les biens financés, qui a fait en sorte que les choses vont dans cette tendance. Donc
Il me reste disons une grande question autour de 3 éléments nécessaires au bon fonctionnement de la finance islamique, à savoir un peu la formation. Vous trouvez des cadres comme ça, mentalement programmés pour la finance islamique ici en Algérie, point de vue formation, l'existence de master, on ne peut pas redéployer des cadres de l'offre classique vers une offre islamique. Ça, c'est un premier point. L'expertise. La banque islamique, c'est comme un bureau projet. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Et donc, ça nécessite énormément d'interventions d'experts pour évaluer le projet, pour suivre un peu le fonctionnement des contrats de Tibistisna, etc. Et un troisième point, est-ce qu'il y a une unité de commandement pour l'application des normes déjà existantes ou à développer, telles que l'IFSB, les normes de l'AEOP, etc. Merci beaucoup. Autour de cette question qui tourne autour de 3 éléments qui composent un peu l'environnement proche de la finance islamique. Allez-y. شكرا سيدي. فيما يخص السؤال الأول متعلق بالتدريب ولا التكوين، حقيقة هو إشكالية حقيقية مطروحة على أساس أنه أنا أذكر أنا بديت مع بنك البركة في البدايات في 1993 يعني سنة بعد انطلاقه. أنا كانت عندي لعب ضعيف، يعني كانت عندي خلفية شوية هكا يعني بسيطة هكا فقهية ومعلومات عن عمل البنوك الإسلامية نظرية. كان بالنسبة لي مثلا البنك الإسلامي هو بنك يعني يجمع الودائع، أسلوب المضاربة، يعني أصحاب الأموال يودعوا أموالهم على أساس أنهم أرباب المال، والبنك المضارب يستثمر الأموال يوزع الأرباح بينه وبين أصحاب الأموال، والتمويل يكون عن طريق كذلك المضاربة المزدوجة، بمعنى أنه يدخل في مشاريع وعمليات تجارية ولا مشاريع استثمارية بصفته رب المال، والمؤسسات تفهم مضاربة في الأموال هذيك. وبعدين يعني دخلت البنك البركة وتوسعت الآفاق تاعي، وتعرف أنه فيه صيغ تمويل اللي هي المرابحة والبيع الآجل والاستثناء والسلم والإجارة إلى آخره كمنتجات تمويل. يعني بين الإدراك النظري للمعاملات وبين ممارستها العملية وإنزالها في الواقع كتطبيق مصرفي في محيط يحكمه يعني المنطق المصرفي التقليدي، يعني عالم آخر بحيث أنه يعني ما تعلمته في الواقع وفي الميدان وفي الممارسة يعني تقريبا يتجاوز كثيرا ما كنت أدركه من مطالعاتي ومن يعني ثقافتي الشرعية البسيطة. فلما أذكر أن لما بدينا نعمل في البركة كان إطارات يعني جاءوا من القطاع المصرفي التقليدي، واذكر انه يعني في يوم من الايام جاء يعني مدير مركزي يعني في التمويل، مدير التمويل جاء يعني باش طريقه التمويل مثلا بيع السلم هذا كيف نمول راس المال العامل. الانسان يحتاج سيوله، الشركه تحتاج سيوله، لازم يعني نعطوا لها نقد، يا اما تدخل معها في المشاركه ما تقدرش تمولها بالقرض، يا اما مشاركه او مضاربه عاليه المخاطر، يا اما نوجد صيغه اخرى. هذيك يعني وجدنا صيغه بيع السلم، انه نشري عليه البضاعه اللي يشتغل فيها ونوكلوه باش يبيعها بثمن شرائها من قبل المصرف زائد الربح وفق العائد الذي كان المصرف يعني يعتمد عليه، والباقي يعتبر اجره للوكيل. فجاء المدير المركزي السلام ونشريو بضاعة ونوكلوه باش يبيعها، وبضاعة هذه وكان ما تباعش وكيفاه هذه ولازم ضمانات وكذا، ما قدرش يستوعب. يعني هذا يعني يستجيب للإشكال، يعني أنه يعني لما نجيو بخلفية تقليدية البنك وسيط مالي يسلف دراهم مع المودعين ويعاود يسلفها للمتمولين، اما باش يدخل كشريك اقتصادي يدخل في عمليه تجاريه ويتحمل جزء من مخاطرها، هذا امر جديد يعني. والحمد لله يعني بالممارسه وبالتواصل وبالتدريب يعني اصبح هذا المدير المركزي يعني من المختصين في التمويل الاسلامي بالممارسه، لان ما كانش عنده خلفيه. يعني مهما كان التكوين الاكاديمي ولا التدريب المسبق لابد من يكون دائما، يعني لما انسان يتوظف ويشتغل في بنك اسلامي او حتى في شركه تامين نفس الاشكاليه، او حتى ربما غدوه عند سي يزيد يعني تكون هناك صكوك اسلاميه ولابد يكون قطاع في البورصه اللي يشتغل في مجال الصكوك، اصدار الصكوك والتصنيف او ادراج الصكوك في البورصه مثلا، لابد تكون يعني تدريب
مستمد من الواقع، من الميدان، من التطبيقات العمليه، طبعا مع الاستناد الى الخلفيه الشرعيه لهذه المعاملات. قبل ما نخرج مباركه باش نروح للسلام، اسسنا وقف نقدي. هذاك الوقف اسس مركز تدريب وبحوث في الماليه الاسلاميه اللي هو اليرفي، لانستيتيو دو ريشيرش دو فورماسيون اون فينانس اسلاميك. الحمد لله يعني هذا المركز هذا يعني يستخدم خبراء يعني محليين ولا في خارج الجزائر ليقدموا دورات تدريبيه قصيره المدى للاطارات وللمستخدمين الموظفين في المؤسسات هذه الماليه الاسلاميه او التي لديها مشاريع اسلاميه، حتى يعني يلموا بخصوصيات هذا العمل. وهذا يعني امر يعني لابد من مراعاته حتى نستطيع ان نمزج بين التقنيات المصرفيه، لان المؤسسات الماليه الاسلاميه تستخدم التقنيات التي انتجتها التكنولوجيا المصرفيه والتكنولوجيا الماليه وتكنولوجيا التامينات، ولكن مع مراعاه ضوابط الشرعيه. دائما نرجع نقول انه كما قلت واحد الاخوان قبيله، القاعده انه الشرعيه انه الدين في المعاملات مصلح وفي العبادات منشئ. العبادات امور توقيفيه نصيه، في المعاملات الاسلام هو مش هو اللي ليست الشريعه التي استحدثت المرابحه ولا السلم ولا الاستصلاح ولا المشاركه ولا مثلا ما يسمى بالتامين التعاوني. هذه كلها منتجات موجوده في كل المجتمعات وفي كل الثقافات وفي كل الاديان، افرزتها الاحتياجات البشريه، افرزها الواقع. ولكن وجه الاسلام جاء فقط عملها ضوابط حتى نتجنب كما يقول الامام ابن القيم، يعني الاصل في المعاملات في تحريم المعاملات هو اصلان، هو الغرر والربا. وهذا يخليني يعني نرجع لمساله التامين، انه في الربا في اشكاليه الربا يعني اصبح ثقافه مجتمعيه، النفور من الربا. اما مساله الغرر هذه قليلا، انا متاكد بلي 99% من المواطنين لا يدركون ما هي مش اشكاليه الغرر هذه، عقود الغرر، لانها مساله فقهيه دقيقه وفنيه نوعا ما. فتجد يعني ربما الاشكال في التامين هو التامين على الحياه. بالنسبه لعامه المواطنين التامين على الحياه حرام، وما يدخلش في تفصيل يعني سواء قد التامين هذا تقدمه شركه تقليديه ولا شركه اسلاميه، بالنسبه لي حرام. باش تقولوا كاين تامين على الحياه جائز اللي هو تامين تكافلي على تبعات الوفاه، هذا التعبير الاصح، لازم ما يتقبلهاش، لا يعني بصعوبه باش تفهموا فيها. ف يعني لهذا السبب تجد ربما قضيه الربا هو طلب يعني مجتمعي، اما قضيه تامين تكافلي فهو حاجه للمؤسسات الاسلاميه نفسها، بحاجه الى ان ترافق منتجاتها بتامين تكافلي حتى هي تكون منسجمه مع قانون. يعني ما تقدرش تفرض على زبون انه راح يامن على السياره ولا يامن على البيت ولا يامن على مخاطر الوفاه بصيغه تقليديه، لان هذا يتنافى مع منتجاتها، ولكن بالنسبه للزبون ما عندوش هذا الاسلوب. السؤال الثاني هو الاكسبرتيز، الركور على الاكسبرتيز. جاوبت عليها قبل. خلاص درنا تكوين الاكسبرتيز اي لابليكاسيون دي نورم من بعد. الابليكاسيون ديفلوبمون دو نورم. المعايير قلنا المعايير الشرعيه هذه مطبقه في البنوك. لكن شكون يضمن تطبيق؟ المشكله تاع الجزائريين انهم لازم نروحوا لينيتي دو كوموندمون ولا ان اورغانيزم دو بيلوتاج ولا نخليوها الحاله هكذا تاعها فيها مشكله، لانه كان نخليها عند لي بنك كل واحد يطبق وكل واحد اللي انت بخات كوم يلفو اكسيتيرا. ربما احسن حاجه كما قلت شارع بورد ناسيونال ولا على ليميت يونيتي او نيفو دو مينيستير دي فينانس ولا دو سوبرفيزيون اون فادير قال لي كي بو غارونتير لابليكاسيون دو نورم ولا لور ديفلوبمون باغ لا سويت. ربما احسن حاجه ثاني في التكوين كوم ريكومونداسيون نقدروا اترافير لو اتش سي لو كونساي اسلاميك قال انترودوير une suggestion, une recommandation autour de l'application de l'enseignement supérieur. C'est malheureux de voir actuellement que les programmes, il n'y a pas un programme dédié à la finance islamique dans les universités algériennes. Et même dans la... Pas généralisé, hein, il y en a, oui, qui ont organisé des PGS. ستيف كاين ماستر تمويل اسلامي، ماستر تامين اسلامي، جامعه نعم. مي لازم تنتشر على اوسع نطاق باش البنوك تستفاد منها. نعم. اذا بقات مربوطه بلا دوموند، سيكوريزي لا دوموند اي بي établir l'offre et puis aller aux différentes composantes. Voilà. Tout à fait. هو توضيح فقط قبل ما ربما حكيم يجاوب. قضيه الهيئات الشرعيه حبيت ناكد فقط انها هيئات مستقله، يعني انها تعين من قبل جمعيه المساهمين
وتتبع لجمعية المساهمين ولا تخضع لمجلس إدارة المؤسسات أو الإدارة العامة للمؤسسات. يعني هي جهات مستقلة وبالتالي يعني تشرف على عمل هذه المؤسسات بحيث يعني تصادق على العقود والعمليات والمنتجات مسبقا، ثم تراقب تدقق عن طريق جهاز تدقيق داخلي في المؤسسه اورغانيز دوديت. بس احنا مؤسسات الماليه الاسلاميه مثل البنوك الاسلاميه كاين لوديت العادي وكاين رديفه هو لوديت التدقيق الشرعي ليراقب العمليات ويرفع تقارير مباشرة للهيئة الشرعية التي قد تلزم البنوك مثلا الإسلامية التي تخالف في بعض معاملاتها الضوابط الشرعية أن تجنب العوائد من هذه المعاملات في صندوق الخيرات بحيث يكون عليها مع تفويت فرصة ربح أو حتى خسارة. فهي جهات مستقلة، ولكن أنا أوافق تماما أن هناك حاجة إلى هيئة مركزية على مستوى معين من الإسلامي الأعلى مثلا يعني تقوم بالإشراف على عمل هذه الهيئات وتكون نوع من توحيد الفتوى وتوحيد المقاربة. حتى الممارسات. نعم. pour tomber بعد pour aboutir à de bonnes pratiques كما نقولوا حنا best practices dans le domaine. Comment cultiver tout ça? C'est à travers cette petite école qui va naître. هذا هو الصح. Donc خلي لكم دير pour aller aux recommandations rapidement. إذا قدرتوا كل واحد يقدر يعطينا une recommandation phare 4 peut-être avant d'aller يعطينا كل واحد des conclusions partielles ونروح. Un commentaire par rapport au sujet de la formation. Je pense que la formation, c'est le plus grand défi, et c'est très très important. Et après, l'aspect technique aussi. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler, c'est que dans les produits Takaful, vous allez constater aussi, pour les gens qui veulent faire un peu des recherches par rapport à ça, il y a des modèles actuariels pour l'assurance Takaful. Ce n'est pas aussi entre parenthèses, excusez-moi, de la parlotte. Il y a des modèles, il y a de la modélisation. Les business models dans les compagnies Takaful, ils existent. Et c'est pour ça que les taux de croissance dans certains pays ont atteint les 2 chiffres. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a un travail énorme par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier défi. Mais en fait, permettez-moi de conclure en ce qui me concerne par rapport aux perspectives de la croissance de la finance islamique, notamment l'assurance dont je suis spécialiste. Le premier point, c'est la réglementation. Dieu merci, finalement, qu'on aura une réglementation, j'espère qu'il va être promulguée rapidement, oui, sur les assurances, puisque nous avons, personnellement, depuis 2005, je travaille sur ce sujet. Depuis 2005, quand on essaie de parler avec les pouvoirs publics pour mettre en place les produits, plutôt la réglementation, je cite juste à titre de passage une petite anecdote. En 2006, donc j'ai rejoint Salam Assurance pour la partie vie. Alors, donc, il fallait mettre en place les premiers produits Takaful, Family Takaful, donc les produits destinés pour les familles. On a conçu 5-6 produits d'assurance pour la première fois parce qu'on devait créer la première filiale Takaful en Algérie. Et à titre anecdotique, on est allé au ministère des Finances, bien entendu, pour discuter sur les produits. Alors, croyez-moi, c'était une grande gymnastique pour expliquer aux gens que ces produits sont conformes et qu'il n'y a pas de réglementation, mais ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l'ordonnance 95-07. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'on a enlevé un certain nombre de concepts, dans le wording de contrat, pour éviter qu'il y ait confusion avec l'ordonnance 95. Mais on a pu placer les mêmes produits dans la même ordonnance. C'est juste pour vous dire que la différence, le fil, il est très très minime entre ce qui est conventionnel et ce qui est, j'allais dire, licite et ce qui est conforme à la charia. Donc le premier point, c'est la réglementation. Deuxième point, et qui c'est très très important, c'est le rôle du Sharia Board. Alors après, une instance nationale, des instances au niveau des instances référentielles, etc. Donc c'est à débattre. Mais le plus important pour moi, je reviens à l'histoire de formation, il faut que nos scolaires, ici en Algérie, parce qu'on ne va pas importer non plus de Malaisie des spécialistes de Sharia dans nos boards, donc il faut que les gens soient spécialistes dans tout ce qui est affaires financières, économiques. Il faut qu'on cesse, qu'on se retrouve dans des Sharia boards avec juste des théologiens. Ça c'est trop grave et trop dangereux pour le développement de la finance islamique. Troisième point, c'est le marché financier. Vous savez que c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Vous savez que les assureurs vie, les assurances dommages de par le monde, c'est l'agent par excellence, le premier agent économique qui draine l'épargne à long terme. C'est très très important dans les pays, dans nos pays malheureusement on n'a pas ça,
Mais par contre, c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Alors maintenant, est-ce que faudrait-il développer le marché financier pour que l'assurance se développe ou l'assurance pour que... Donc je crois qu'il faut trouver justement un mécanisme intelligent de la part des pouvoirs publics pour mettre en place cette plateforme permettant au développement des compagnies d'assurance et accompagner les marchés financiers. De l'autre côté, le marché financier il ne doit pas attendre aussi que l'assurance se développe, doit développer des outils pour permettre aux compagnies d'assurance de fructifier cet argent-là. Je termine par 2 points rapidement. Le RITACAF est une question très très importante. Le RITACAF, il y a 5 ans ou 6 ans de ça, il n'y avait pas sur le marché international des capacités de réassurance. On avait des entreprises qui sont rapprochées des compagnies TACAFUL